Il a repris de la vigueur. Allez, je pense que ça suscite beaucoup de questions. Oui. Vous avez à juste titre insisté sur le fait que la flexibilisation du système sera absolument essentielle, que certaines des innovations prendront du temps, telles que innovation ou amélioration du système, telles que construire une centrale nucléaire, il faudra montrer 15 ans, il n'y a plus personne qui sait en faire aujourd'hui. Alors, il faut rien apprendre aux gens. En revanche, il y a des décisions qui pourraient être prises à court terme et avoir un effet, malgré une certaine latence, à relativement court terme. Bon, comme les décisions ont été prises quasiment d'imposer la voiture électrique à échelle 2035, même si on peut en douter, mais enfin bon, il y aura quand même sans doute une évolution forte dans ce sens-là. Il y a comme vous l'avez dit d'ailleurs justement, un potentiel de stockage d'énergie fantastique dans toutes ces voitures. Et comme toutes ces voitures, sauf pour des professions spéciales, mais je dirais que pour la plupart des gens, les voitures, elles sont 80% du temps à l'arrêt, elles peuvent servir effectivement de moyen de stockage. Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne déjà, le V2G, c'est-à-dire le Vehicle to Grid ou le Vehicle to Home, V2H. Et la norme en question, 15 100 quelque chose, qui est prévue pour autoriser ce genre de choses en France, met quand même très longtemps à être adoptée. C'est le genre de choses qui devrait pouvoir, compte tenu de l'expérience d'ailleurs qui existe déjà dans certains pays étrangers, on pourrait penser que c'est le genre de choses qui, en relativement peu de temps, pourraient être adoptées. Pourquoi ça met si longtemps? Parce qu'il faudra que les véhicules soient quand même adaptés. Les véhicules qu'on vend aujourd'hui, enfin la plupart, ne sont pas adaptés à pouvoir le faire. Merci, c'est effectivement une excellente question. Avant de répondre à cette question-là, sur le 2035, tout le monde dit tout électrique en 2035. Ce que dit la Commission, c'est la fin de la vente des véhicules thermiques. Et en fait, je pense que ce serait une erreur de se dire, bon bah voilà, on va utiliser la voiture exactement de la même façon qu'aujourd'hui en 2035, mais par contre, tout sera électrique. Non, en fait, c'est on arrête de vendre des véhicules. On arrête de vendre des véhicules thermiques en 2035, mais en parallèle, il va falloir développer des mobilités alternatives, les transports en commun dans les villes, développer les incitations à utiliser le vélo, les voies pour le vélo, etc. Pour réduire, il y aura toujours des voitures évidemment, mais réduire le rôle de la voiture dans l'offre globale de mobilité, réduire la masse des voitures aussi, et il y a toute une réflexion en fait systémique à avoir sur la mobilité. C'est la fin du véhicule thermique, mais ça ne veut pas dire que la voiture devra avoir le même rôle exactement qu'aujourd'hui. Sur le vehicle to grid, le problème c'est que l'intérêt du vehicle to grid, c'est de flexibiliser la consommation, flexibiliser le système énergétique, optimiser donc le système énergétique. Jusqu'à il y a 2 ans, globalement, le système électrique, pardon. Jusqu'à il y a 2 ans, l'électricité ne valait rien. Le prix de marché était très faible et il n'y a pas de valeur qui est donnée à la flexibilité. Donc, tout ce qui va vous coûter de l'argent pour optimiser quelque chose qui ne coûte rien, économiquement, c'est pas intéressant. Et c'est là tout le problème, c'est pour ça qu'on n'a quasiment rien fait sur la flexibilisation du système. EDF, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à approfondir leur projet de STEP? C'est parce que pour qu'une STEP soit rentable, il faut que vous ayez des fluctuations entre les moments où l'électricité est très chère et des moments où l'électricité est pas chère. Parce que vous allez pomper quand l'électricité est pas chère et turbiner quand l'électricité est chère, et c'est ça qui va faire la rentabilité de votre STEP. Et donc si on veut que toutes ces solutions de flexibilité émergent, il faut donner un prix à la flexibilité. Alors côté CEA, en fait, on avait fortement milité pour essayer de corriger le système de garantie d'origine de l'électricité. C'est un truc un peu technique, mais aujourd'hui, en fait, quand vous prenez un contrat 100% renouvelable, vous ne payez pas plus cher et on ne vous demande pas d'effort. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne consommez pas de l'électricité renouvelable, vous consommez de l'électricité du réseau, et les garanties d'origine sont valables 1 an en Europe. C'est-à-dire que vous pouvez consommer autant d'électricité que vous voulez la nuit en hiver, quand il n'y a pas de soleil, et on va dire que votre électricité est renouvelable parce que, par exemple, 6 mois avant, vous avez des panneaux solaires qui ont injecté de l'électricité. Donc,
en fait, c'est vraiment pas de l'électricité renouvelable, c'est de l'électricité étiquetée renouvelable que vous consommez. Si on réduisait la durée de vie jusqu'à 1 heure, ça voudrait dire que dans ce cas-là, si vous voulez vraiment avoir de l'électricité renouvelable, il va falloir que votre fournisseur mette de la production renouvelable en face. Donc soit que vous payez plus cher pour investir dans du stockage, soit que vous ayez un contrat qui conduit à faire qui vous conduit à consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres. Et donc en fait, en réduisant la durée de vie des garanties d'origine, on verrait une fluctuation du prix des garanties d'origine. Et donc si vous voulez continuer à communiquer sur le fait que vous êtes 100% renouvelable, eh ben, il faudrait soit que vous fassiez des efforts de flexibilisation, soit que vous investissiez dans du stockage. Et je pense que ce sont des choses comme ça en fait qu'il va falloir arriver à faire, c'est donner une valeur à la flexibilité pour que des solutions, et ça c'est pas aux politiques d'imaginer ces solutions-là, en fait il faut donner une valeur à la flexibilité et après les fournisseurs comme ça pourront aller chercher en fonction de l'offre à laquelle ils arrivent à avoir accès et de la demande de leurs clients, ce qui est le plus optimal pour faire se rencontrer les deux. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs là-dedans, c'est que, admettons par exemple que vous vouliez investir dans une énergie qu'on va appeler A, qui a un LCO, donc un prix au mégawattheure qui est inférieur à une énergie B. Donc a priori, si vous ne tenez pas compte de la flexibilité, vous allez investir dans A en priorité. Si par contre vous internalisez les coûts de flexibilité et que vous vous rendez compte que les coûts de flexibilité de A sont significativement supérieurs parce qu'elle ne produit vraiment pas quand vous en avez besoin et qu'en fait B était plus cher mais les coûts de flexibilité sont moindres, en internalisant les coûts de flexibilité, vous allez vous rendre compte que c'est plus intéressant d'investir dans B parce que vu que maintenant vous devez vraiment gérer la flexibilité, vous voyez que le coût total est inférieur. Donc ça permettra aussi de minimiser le coût de votre système électrique. Oui, c'est très clair. Et j'ajouterais, c'est trop... Enfin, c'est pas aux politiques de résoudre ce problème, c'est plus aux entreprises, aux opérateurs de réseau, etc. Et c'est trop compliqué pour eux de toute façon. Ouais, j'aimerais vous poser une question sur le solaire photovoltaïque. Moi, il me semble évident qu'il faut passer du solaire photovoltaïque au solaire thermique pour différentes raisons. D'abord, moins de tension sur les réseaux, ça devient monstrueux dans les pays qui sont suréquipés en solaire. Moins de tension aussi sur les produits, les matériaux pour le produire. En plus, que je sache, le solaire thermique, c'est quand même simple, c'est assez simple. C'est de la tuyauterie et de la flotte. Bon, et ça peut se fabriquer en France. Donc on peut aussi réindustrialiser. C'est quand même l'énergie renouvelable qui est la plus massivement subventionnée. Et j'ajoute, bien sûr, et en plus, excusez-moi, surtout c'est un stockage intégré. Répondez en parlant fort. Ouais. Les deux sont pas exclusifs. Effectivement, le solaire thermique est extrêmement intéressant. Alors surtout pour le chaude sanitaire, c'est difficile de faire du chauffage avec ça. Même s'il y a des trucs. Je vais raconter ma vie, mais j'ai fait un périple à vélo là, cet été et à un moment camping où je me suis arrêté, il y avait une piscine qui était chauffée avec du solaire thermique. Donc même bon après il y avait quand même une certaine superficie de tuyaux pour ça, mais le solaire thermique on peut faire des choses assez intéressantes. Le solaire photovoltaïque présente, au-delà de son intermittence, il présente un avantage et un inconvénient par rapport à l'éolien. Son avantage, c'est qu'il est prédictible. On sait qu'à midi ça va produire. Et ça, c'est en termes de planification, c'est quand même beaucoup plus facile parce que si on veut donner des signaux aux gens, par exemple, actuellement, si vous avez un chauffe-eau électrique, vous avez sans doute un contrat heure pleine, heure creuse. Honnêtement, c'est facile à gérer. Vous savez que si vous avez des trucs très intenses en électricité, vous allez plutôt les faire tourner la nuit pour payer moins cher votre sèche-linge, le chauffe-eau, etc. C'est beaucoup plus compliqué il faut que vous regardiez l'état du réseau avant et puis ça va être plus cher à tel moment, mais que c'est pas toujours la même chose. L'avantage du solaire, c'est que vu que ça produit toujours centré sur le midi, on peut imaginer décaler des usages sur le midi et en plus on consomme quand même plus en journée que la nuit. Donc par exemple la charge des véhicules, peut-être qu'on va pouvoir la concentrer quand les véhicules sont branchés dans les entreprises le midi. Donc il y a des intérêts là-dedans. L'inconvénient du solaire, c'est que ça produit surtout l'été plus que l'hiver, alors que la demande est plus élevée l'hiver que l'été. Contrairement à l'éolien, alors qui a l'inconvénient de la non-prédictibilité, vous pouvez avoir 5 jours avec beaucoup de vent, 5 jours sans vent.
Par contre, ça produit plus centré sur l'hiver, qui est le moment où on a le plus besoin d'électricité. Quand vous regardez le profil de production, l'éolien produit plus l'hiver que l'été. Mais après, ouais, il y a des avantages et des inconvénients. Après, sur le solaire photovoltaïque, il y a quand même d'énormes progrès qui ont été faits. Ce qu'il faut surtout, je pense, c'est avoir une approche pragmatique. Et par exemple, je crois assez peu à l'autoconsommation, etc. Parce que je vois pas l'intérêt. En fait, si c'est pour allumer la lampe dans votre salon le soir, honnêtement, bon, et puis la télé, l'enjeu il n'est pas là. Votre consommation d'énergie elle n'est pas là. Et en plus, le problème, c'est que si on met des panneaux chez les gens, ils ne sont pas bien orientés, ça coûte cher à raccorder. Ce qu'il faut plutôt, c'est faire des grandes étendues, mais sans artificialiser les sols. Donc profiter d'étendues qui soient vraiment artificialisées, donc soit de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire vous avez des élevages en dessous et les panneaux solaires au-dessus, ce qui permet en plus de faire des ombrières pour les animaux, ce qui est de plus en plus intéressant l'été, parce que les animaux sont de plus en plus exposés à la chaleur, ce qui pose des problèmes. Et sur des surfaces type des parkings, des usines ou éventuellement des autoroutes par exemple. Quand je dis des autoroutes, c'est pas pour rouler dessus, hein, c'est en ombrière. Des choses comme ça où là vous pouvez vraiment massifier et vous pouvez faire des kilomètres carrés de solaire photovoltaïque sans artificialiser les sols, en les orientant bien, en limitant les coûts de raccordement. Et là, ça peut être plus efficace. Mais sur le solaire thermique, oui, c'est... Ouais. Oui, moi je voulais revenir sur les scénarios RTE que vous avez présentés. Bon, ici on est à peu près tous d'avis pour dire qu'ils ont été fortement minorés. Même le scénario dit industriel, ils ont été volontairement et sans doute pour des raisons politiques minorés. Alors je laisse mes collègues plus compétents que moi le développer, hein, je pense que ça sera assez long. Moi je vais prendre un seul exemple, vous l'avez soulevé d'ailleurs, c'est celui sur les bâtiments. Dans le scénario on dit qu'en 2050 tous les bâtiments seront BBC, donc A ou B. A ou B. Ça relève de l'incantation. C'est impossible. Passer 20 millions de logements en A ou B en 30-35 ans, c'est pas possible pour deux raisons. D'une part, ça va coûter très très cher, plusieurs milliards d'euros que l'État ne pourra pas, que l'État ou les particuliers ne pourront pas dépenser. Ça, c'est pas possible. Et d'autre part, même si on avait cet argent, on n'aurait pas les entreprises et le personnel pour le faire. Donc, l'idée, c'est partir sur des scénarios, sur des hypothèses qui relèvent de l'incantation pour établir des scénarios, c'est pas sérieux. Croire qu'on va passer, je crois, de 450 TWh actuellement de consommation électrique en France à, je crois que les meilleurs scénarios, c'est autour de 600-650, c'est pas possible. Si on veut décarboner l'économie, on va être aux alentours, je crois que la communauté scientifique l'a évalué aux alentours de 800 à 900, c'est beaucoup plus. Donc ce genre de scénario, voilà, ils sont pas sérieux. Alors, sur l'isolation des bâtiments, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème surtout de volonté politique et de compétences. Là, face à la crise énergétique, les mesures pour faire face à la crise énergétique ont coûté 100 milliards d'euros au gouvernement français. Donc on a eu besoin de trouver 100 milliards d'euros pour faire face à la crise énergétique, on les a trouvés. Donc c'est pas un problème d'argent. Par contre, le problème de compétences, le problème de personnel, le problème d'entreprise, ça c'est un vrai problème. Et le problème de volonté politique pour lancer ces programmes, avec en plus des difficultés pour certains bâtiments. Vous avez des bâtiments qui vont être faciles à isoler, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles, surtout quand vous avez des petits appartements dans des zones où le mètre carré coûte extrêmement cher et qu'il faut faire de l'isolation par l'intérieur. Là, vous avez des vraies difficultés. Sur l'avis sur la crédibilité des scénarios, bah, c'est votre avis, je vous le laisse, mais RTE a des moyens de modélisation auquel aucun autre organisme n'a accès. Les hypothèses ont été issues d'une consultation avec toutes les parties prenantes. Les hypothèses sont justifiées. Alors, elles sont toujours discutables, évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez tout à fait penser que certaines hypothèses auraient pu être différentes, et vous avez en soi raison. Toutes les hypothèses auraient pu être différentes. À partir de là, ce sont des documents de travail, et de toute façon, ça ne représente pas des futurs possibles. Ça permet de voir, par exemple, si vous faites un scénario avec plus ou moins nucléaire, est-ce que ça va coûter plus ou moins cher ?
Si vous faites moins de nucléaire, quels vont être les besoins de flexibilité que vous aurez besoin de mettre en face? En fait, ce sont des choses comme ça qui permettent d'éclairer la décision politique, c'est-à-dire que si vous voulez vous orienter vers ça, qu'est-ce que ça implique? Si vous voulez vous orienter vers ça, qu'est-ce que ça implique? Mais ça ne veut pas dire que ce sont des futurs possibles. Et à ce titre-là, et là je pense que je vais vous choquer, mais tous les scénarios, à partir du moment où on est capable de les interpréter avec du recul, sont intéressants. Et c'est vrai de Négatev, c'est vrai de Négawatt, c'est vrai des scénarios de l'AIE. Il faut juste savoir les regarder avec recul, voir les partis qui ont été pris, il y a des partis pris, et voir ceux qu'on a envie de garder et ceux qu'on a pas envie de garder. Oui, excusez-moi, je veux juste revenir sur ce dernier point et sur les hypothèses prises par RTE. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. RTE a minoré pour des raisons politiques, c'est très très clair. D'abord à cause du scénario négawatt, parce qu'il ne fallait pas faire de peine à négawatt, et on sait tous, quand on regarde le problème, que du 100% renouvelable, ça limite forcément la capacité à fournir de l'électricité, parce que en faire beaucoup plus, ça nécessiterait tellement de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes que c'est strictement impossible en termes de territoire, en termes d'acceptabilité, etc. Donc il y a eu cette pression à la baisse des hypothèses. Il y a ce que vous avez dit très justement sur l'hypothèse beaucoup trop optimiste sur le bâtiment, j'y reviens pas, mais c'est clair que c'est totalement impossible. Et il y a d'autres hypothèses aussi qui sont totalement impossibles aussi. Donc là, le vrai besoin, si on veut garder un pays industrialisé et développé, c'est bien entre 800 et 900 TWh. Et c'est pas du tout... en fait, ce résultat ne sort pas d'un chapeau, il résulte d'études complètement convergentes d'un certain nombre de personnes qui ont réfléchi à la question, qui ont fait des évaluations sérieuses, et là, réellement, c'est un vrai problème. Et que RTE n'a jamais voulu prendre en compte pour des raisons politiques. RTE a aussi fait les études de RTE sont si sérieuses, on ne peut pas dire le contraire. Je ne dis pas le contraire, c'est très sérieux sur le type. Au départ, il y a eu un tabou et une pression politique du gouvernement sur RTE pour qu'ils ne prennent pas en compte des hypothèses plus élevées. RTE au départ voulait prendre une hypothèse sur 16 EPR et c'est la filière qui lui a dit que ce serait compliqué. Mais de la même manière que sur l'éolien en mer, par exemple, la filière éolienne, pour elle, cette hypothèse-là, c'est une hypothèse maximaliste. 40, là, ce que le président a annoncé, 40 gigawatts d'éolien en mer horizon 2050, pour des questions industrielles et notamment de capacité sur les ports, ça va être très difficile d'aller au-delà. Et ça, la filière éolienne le reconnaît. Après, les filières peuvent aussi reconnaître des difficultés. Encore une fois, la France s'est désindustrialisée. Avant de parler de faire beaucoup de d'EPR, il faut être capable aussi de remonter en compétence. Là, par exemple, le gouvernement est en train d'essayer d'accélérer les procédures pour pouvoir lancer les premiers EPR avant la fin du quinquennat. Ce qui n'est pas évident, mais ils essaient de le faire. Donc il y a une vraie volonté à aller vers ça. Après, il va falloir voir ce qu'on est capable de faire sur les premiers EPR pour voir si on peut accélérer le rythme, enfin comment ça se passe. Alors, je voudrais ajouter mon propre commentaire à ce que disait Georges Sapie sur l'objectif pour le bâtiment à 2050. On dit beaucoup, l'objectif, effectivement, c'est de rendre tous les bâtiments BBC à cet horizon-là. Et on est d'accord pour dire que ça sera quand même très très difficile. Mais il y a quand même un choix à la base à faire. Est-ce qu'on veut rendre les bâtiments peu consommateurs d'énergie, ou est-ce qu'on veut rendre nos bâtiments peu émetteurs de CO2 ? Or, faire un effort considérable sur l'isolation, ça coûte très très cher, alors que réduire de façon très importante l'émission de CO2, ça coûte moins cher que ça, à condition de changer de système de chauffage. Alors, on peut espérer que d'ici 2050, il n'y aura plus de chauffage ni au fioul ni au gaz, mais c'est pas si évident que ça quand même. Hein. Ouais, vous avez tout à fait raison, et je dirais même plus loin, c'est-à-dire que il ne faut pas forcément chercher à avoir une solution parfaite dès le départ qui peut coûter plus cher. Il y a des lois de Pareto aussi, c'est-à-dire qu'avec 20% des efforts, vous pouvez capter 80% des gains.
C'est-à-dire que, admettons que vous ayez une maison, plutôt que de mettre une super pompe à chaleur qui va vous permettre même de chauffer les pires journées d'hiver, si vous gardez le chauffage fossile et que vous mettez une pompe à chaleur moins dimensionnée, enfin plus petite, qui va vous permettre de chauffer en intersaison et puis l'essentiel de l'hiver, et que votre chauffage au gaz peut fonctionner quelques jours par an. Bon, après il y a des questions d'abonnement au gaz que vous allez devoir garder, etc. Mais là, ça peut vous coûter moins cher pour capter l'essentiel de l'effort. Et il y a une réflexion comme ça d'efficacité d'investissement à avoir. Juste peut-être, bon, je vais me faire l'avocat de RTE, mais sur la prolongation des réacteurs au-delà de 60 ans, par exemple, ça fait des années qu'à chaque fois que je discute avec EDF, je leur dis ne fermez pas la porte sur la prolongation au-delà de 60 ans, parce que de toute façon, vous serez obligé pour des raisons physiques d'y aller. Donc si vous dites aujourd'hui que c'est pas possible, vous allez être obligé de rétro-pédaler demain. Donc au moins dites que vous ne regardez pas, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, vous n'étudiez pas, mais ne fermez pas la porte. À chaque fois, EDF disait non, on ne prolongera pas au-delà de 60 ans. Ceux qui ont ouvert le débat sur la prolongation au-delà de 60 ans, c'est RTE. Donc ceux qui ont, là dans leur scénario, dans le scénario N03, RTE ouvre la porte au-delà de 60 ans, ça a obligé la SN à se positionner, ça a obligé EDF à se positionner là-dessus, c'est eux qui ont ouvert le débat à un moment où, quand vous écoutiez EDF, c'est non, les réacteurs n'iront pas au-delà de 60 ans. Avec toujours une vision de court terme, là, EDF veut développer des EVR, que je comprends, donc ils disent on n'ira pas au-delà de 60 ans. Mais c'est RTE qui a permis d'ouvrir ce sujet qui, à mon sens, est absolument essentiel. On va devoir prendre une dernière question. Donc, si tu veux bien être court. Oui, donc être court pour parler de ces sujets, c'est assez compliqué. Mais je note que l'orateur a dit que ce serait pas mal de conserver la chaudière à fioul et d'ajouter à côté une pompe à chaleur pas trop puissante, plutôt que d'arrêter les chaudières à fioul. Peut-être je déforme un peu son idée, mais il me semble que c'est ça, et c'est un truc que je propose depuis 15 ans. Donc c'est bien le chauffage hybride, et puis vouloir casser toutes les chaudières à fioul aujourd'hui, alors que le fioul c'est encore la forme d'énergie qui est la plus disponible, c'est une vraie connerie. Donc il vaut mieux garder sa chaudière à fioul et rajouter à côté une pompe à chaleur. Voilà. Je reviens sur la question de la consommation d'énergie qui est vraiment critique, et sur RTE. Il se trouve que j'ai participé à toutes les réunions de commission de RTE pour sa programmation, et je pense que j'ai pas mal intervenu. Et dès le début, ils nous ont dit on respecte les hypothèses de la SNPC sur la consommation d'énergie, on ne change pas. Et moi j'ai dit non, il faudra trouver d'autres hypothèses. Et plus tard, il devait sortir très vite une étude sur la consommation d'énergie du bâtiment. L'ADEME devait la sortir très vite. Et ça tardait. Ils ont fini par en sortir une, à la fois RTE et l'ADEME. Et il y a une page intéressante, c'est les limites de validité de cette étude. Ça, il y a une petite page, et ça c'est la plus importante. On n'a pas cherché à faire le moins cher. Bon. Et d'un autre côté, là j'ai fait des remarques directement à Thomas Verrinck. Je lui ai dit, écoutez, vous nous dites combien ça coûte de passer d'une passoire thermique à BBC. Vous rapportez les dépenses à l'économie, vous constatez, vous faites des hypothèses, vous faites que ça coûtera 30% moins cher, etc., des trucs un peu à la louche, et vous dites ça va coûter, je sais plus, 200 €, 300 € par tonne de CO2 évité. C'est inférieur aux 700 € par tonne de CO2 évité du rapport Quinet, donc c'est bon. Mais je lui dis, vous mentez. Cet raisonnement est tordu. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir jusqu'où il est intéressant de pousser l'isolation thermique pour éviter les émissions de CO2 au moindre coût. Et ça, vous ne l'avez pas traité. Donc j'ai fait, vous le connaissez peut-être, j'ai fait des études sur le sujet. Je suis arrivé, arrêtons-nous à T, classe D, mettons une pompe à chaleur, et puis point barre, ça suffit. Et ça fait 80 TWh de plus d'électricité si j'équipe tous ces trucs en pompe à chaleur. Voilà. Et ça, c'est une étude que RTE et l'ADEME auraient dû faire. C'est Bibi qui l'a fait. Bravo. Bien sûr, de toute façon, quand on regarde un scénario, quel qu'il soit, c'est quelque chose d'auto-cohérent. Donc, les hypothèses d'offres sont calées aussi sur avec les hypothèses de demande. Donc, après, si vous prenez... encore une fois, vous pouvez mélanger des scénarios de demande. Si on va sur une réindustrialisation, sur une moindre isolation des bâtiments, etc., évidemment, la demande sera plus élevée et il va falloir mettre plus d'offres en face. Et c'est aussi l'un des messages que je voulais passer tout à l'heure quand je disais qu'il faut surdimensionner toutes les filières côté offre.
c'est que il est probable qu'on soit amené à consommer davantage, notamment parce qu'on ne va pas isoler tous les bâtiments jusqu'à la catégorie A ou B en 2050. Donc la demande sera plus élevée. Mais ils n'ont pas étudié les coûts d'isolation, les coûts d'économie d'énergie. Or, dans un scénario, il faut regarder la somme des deux, la production et l'économie. Ça n'a pas été étudié. Ni les coûts sociaux de l'arrêt de la motorisation thermique. Je ne sais pas où ils sont calculés. Les coûts échoués, c'est-à-dire tous ces équipements qui pourraient fonctionner et qu'on va arrêter alors qu'ils sont en bon état, ces coûts échoués, ça pas être, je ne sais pas si vous connaissez d'études où il y a les coûts échoués et comparé entre la neutralité carbone en 2050 et la neutralité carbone en 2070. Ça aussi, c'est intéressant à étudier. Combien on économise et qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet argent pour économiser des émissions de CO2 ailleurs qu'en France, parce que le CO2 ignore les frontières. Donc tout ça, il y a un énorme vide de réflexion là. Allez, une dernière question, parce qu'on est déjà un quart d'heure en retard. Très court. Merci pour cette présentation très scientifique et technique, mais dont il me semble qu'à chaque fois, elle aboutit à des questions totalement politiques. Permettez-moi, par exemple, de dire, vous avez dit, ce qu'on n'a pas pu faire pour le climat, il faut le faire pour la sécurité. Alors personnellement, je dirais à l'inverse, on n'aura pas de solution pour le climat si on ne trouve pas le chemin de la paix mondiale. Ce qui est une question évidemment complètement politique. Et en tout cas, tant qu'on reste dans l'idée qu'il y a des ressources finies à partager dans la concurrence jusqu'à la guerre, on n'aura pas de solution. Et donc, voilà, je conclue sur une question plus pratique, la réindustrialisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les causes de la désindustrialisation ont disparu? Et pourquoi donc on pourrait réindustrialiser si on ne connaît pas les causes de la désindustrialisation? Et donc c'est une question économique. Alors là, Non, mais c'est la vraie question, la réponse est complexe. Je vous avais prévenu. Hein. Non, mais vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Le constat peut être technique, mais en fait, ce sont des enjeux qui vont toucher toute la société, et donc la réponse sera politique. Qui doit être éclairée par la technique, mais la réponse sera politique. Et sur la réindustrialisation, c'est effectivement loin d'être une évidence, et la réponse sera politique. Pour ne prendre qu'un exemple, la vision européenne de la concurrence, c'est que si vous devez protéger une industrie, c'est parce qu'elle n'est pas viable et donc elle va se faire bouffer par les Chinois ou les Américains. Donc en fait, il faut les laisser se faire la guerre pour qu'elle devienne bien agressive et qu'elle puisse faire face à la concurrence internationale. Dans le monde réel, en fait, c'est pas ce qui se passe, parce que dans le monde réel, vous avez les industriels chinois, par exemple, qui vont se développer sur leur marché intérieur. Donc ils vont d'abord faire des trucs qui vont coûter cher et puis sur des technologies qui vont pas être très, très abouties, mais ils n'ont pas de concurrence chez eux, donc ils se développent, ils améliorent leurs procédés. Et une fois qu'ils ont pu bien se développer, ils arrivent sur le marché européen face à des entreprises exsangues qui se sont fait la guerre, qui n'ont pas pu se développer parce qu'elles se sont fait la guerre, et puis ils balayent tout. Et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a perdu pas mal de secteurs industriels. Et là, il y a au niveau européen, une autre approche qui est en train d'émerger, notamment poussée par Thierry Breton, le commissaire français, qui consiste à dire, bah non, il y a des secteurs stratégiques dans lesquels il faut avoir des industries, donc c'est pas une question de marché, c'est pas une question de compétitivité, il faut les avoir, donc on les construit et on met en place toutes les mesures d'aide nécessaires et puis pour que cette industrie soit là, dans les semi-conducteurs par exemple. Donc il commence à y avoir une vision plus stratégique, alors qui n'est pas partagée partout au niveau de la Commission. Si vous prenez l'approche par exemple de Margaret Vestager, c'est encore l'approche ultralibérale où il ne faut pas aider les entreprises, si vous les aidez c'est qu'elles sont fragiles. Mais il y a une autre approche portée par Thierry Breton qui commence à gagner en place. Mais après, ce sont des sujets systémiques, c'est-à-dire qu'il faut aussi attirer les gens vers l'industrie, il faut aussi accepter de payer des choses qui sont plus chères si elles sont produites chez nous. Il y a pas mal de sujets qui sont politiques derrière. Eh bien, je crois que c'était une excellente conclusion, à la fois pour cette très intéressante présentation et discussion, et même pour notre université d'automne. Hein.
On se retrouve dans un quart d'heure après la